Aujourd'hui, Odile Mattei vous emmène à Meillona, situé à 13 km à l'est de Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain. Bonjour à tous, à vous qui êtes réunis autour de cette table de Pousse Café pour nous parler de Meillona. Meillona qui se trouve, Adrien, on va dire plutôt à 12 km de Bourg-en-Bresse et à 70 km de Lyon. Ce village de Meillona est entre autres connu grâce à ses faïences anciennes et à un écrivain, Roger Vaillant, qui obtint le prix Goncourt en 1957. Meillona, donc c'est un village de l'Ain, 1200 habitants environ, et ce village se trouve au pied du Revermont, premier chaînon du Jura. Suzanne Sauret, bonjour. Bonjour. Alors Suzanne, vous êtes une enseignante à la retraite et vous êtes passionnée par la recherche historique et vous intéressez bien sûr à votre village natal, Meillona. Alors avec vous, nous allons découvrir le patrimoine bâti de ce village et vous allez nous dire peut-être les points forts de l'histoire de Meillona. Alors, on va peut-être parler du lieu où on s'est installé, oui. Là, dans ce jardin, au pied du château. Oui, ce château appartient en partie à la commune, la partie nord que nous voyons, et puis la partie ouest, alors que la partie est et la partie sud appartiennent à un particulier. Ce château a été construit vers 1350 par Humbert de Corgenon, fils de Jean. Et Jean de Corgenon avait obtenu il avait eu en récompense la terre de Meillona qui lui avait été donnée par un comte de Savoie, comte Édouard de Savoie, je crois. Parce qu'il faut dire qu'à cette époque, Meillona appartenait. Meillona faisait partie de la Savoie. Il n'était rattaché à la France qu'au traité de Lyon en 1601. Donc c'était le cas de Meillona et des villes donc, du Bugey, de la Bresse, de toute la région environnante, qui étaient donc à cette époque savoyarde. Des maisons particulières ici, quand on se promène au cœur du bourg. Jean de Corgenon avait eu la terre de Meillona, c'est-à-dire non seulement avec autorisation de construire son château, mais également le village. Donc il a fait construire des maisons. Le bourg de Meillona est de cette époque-là. Et il y avait pas mal de maisons qui étaient ainsi construites, notamment à Bourg-en-Bresse. C'était un type de maison. Mais ces maisons, on les a découvertes. Donc des maisons à colombage. Voilà, les maisons à colombage. On les a découvertes qu'il y a peu de temps. Lorsque les gens ont voulu restaurer leur façade, ils ont enlevé le crépi, parce qu'ils sont aperçus qu'il y avait ces colombages. Des travaux donc on de les a restauration. remis à l'honneur. Et puis c'est très beau, ça donne un cachet supplémentaire à ce village. Donc j'ai dit de 1200 habitants. Oui. Et ces maisons se trouvent bien entendu qu'au bourg de Meillona. Des sources, de l'eau qui coule ici. Nous avons une rivière qui traverse le village, mais là ce sont des sources particulières. Le Sevron, un bras du Sevron traverse, mais également il y a les sources de la Segré. Le lavoir a été construit ici vers 1860 et il était très fréquenté. Avant l'invention de la machine à laver. Voilà. Qui a fait son Mais bien sûr, en étant gamine. Vous avez frotté le linge, vous aussi. Oui, puis tordu les draps. D'accord. On s'aidait à deux pour les tordre. Et puis ensuite, il a été restauré de façon à conserver quand même dans le patrimoine. Et alors, dans le patrimoine, il y a l'église du bourg, l'église de Meillona. Et là, on a découvert, certains parlent de chefs-d'œuvre, des fresques, des fresques qui sont pour le département de l'Ain d'un intérêt exceptionnel. Elles dateraient du XIVe siècle. Elles dateraient du XIVe. Elles sont très importantes par leur surface et puis par le coloris, paraît-il, dans les coloris qui sont utilisés. Elles en sont actuellement à leur première phase, c'est-à-dire qu'elles ont été mises à jour. Il y aura une deuxième phase lorsque les subventions arriveront pour la restauration. L'église elle-même est très ancienne, on parle de la paroisse de Meillona en 1080. Elle a été pas mal en ruine d'après les comptes rendus des visites pastorales que nous avons pu lire. Elle avait été restaurée, notamment en 1783, peu de temps avant la Révolution. Et en 90, à cause de la présence de fameuses albites, les clochers et les tours, comme celle du château, avaient été arasés.
Donc il a fallu attendre, pardon, 1830 ou 35. C'est pour ça qu'il y a un clocher. Le clocher de l'église ne correspond pas au style de l'église. Non, et il paraît-il qu'il était reconstruit sur une tour qui existait. On l'a reconstruit ici. Mais bon, dans cette église, ce qui est remarquable, ce sont ces fresques. Ce sont les fresques, d'une beauté et d'une finesse donneront, exceptionnelle. je pense, encore un cachet particulier à Mayonna dans quelques années. D'accord. On va faire un détour, Suzanne, si vous le voulez bien, dans un atelier d'un artiste que vous connaissez bien, Jean-Marc Voileau. La matière est une constante dans le travail de Jean-Marc Voileau. Bois, terre, sable, pigments, des matières récoltées dans la nature. Sur des feuilles de peuplier déroulées, il compose avec ses cueillettes étranges et obstinées. Ces détournements donnent cette profondeur et ce trouble au tableau de l'artiste Jean-Marc Voileau. Jean-Marc Voileau fait partie de l'association Les Amis de Roger Vaillant. C'est bien ça, René Ballet? Tout à fait. Alors René Ballet, vous étiez un ami de Roger et Elisabeth Vaillant. Vous êtes journaliste, écrivain et vice-président de l'association. De la fameuse association dont fait partie Jean-Marc Voileau. Voilà, les amis de Roger Vaillant. Alors Roger Vaillant, cet écrivain a voulu être enterré dans ce village de Mayonna qu'il a bien connu. Tout à fait. Et assez loin donc de son lieu de naissance, puisqu'il est né plutôt dans le nord de la France. Il a passé sa jeunesse et son adolescence à Reims. Ensuite, il a été journaliste à Paris, puis à Lyon. Et il a pris contact avec l'Ain à l'occasion de la Résistance. À partir du moment où Roger Vaillant, qui travaillait à François Lyon, zone sud, est passé dans la Résistance fin 1943. Il a d'abord milité dans la région de Lyon, puis repéré. Il a trouvé une planque dans l'Ain, mais pas exactement vers Mayonna, du côté de Chavannes-sur-Essouze. Et ensuite, il est revenu s'installer en 1951 dans l'Ain, d'abord aux Alimes, qui est un hameau d'Ambérieux, et puis ensuite à Mayonna, où il est resté jusqu'à sa mort. Oui, c'est-à-dire en mai 1965. Voilà. Et c'est là qu'il a composé, qu'il a écrit une bonne partie de ses romans, enfin de ses livres. Alors on va donner peut-être quelques titres, des œuvres de Roger Vaillant. Alors, et on peut essayer de les lier justement avec l'Ain. Par exemple, le premier roman qu'il a écrit, Drôle de jeu, sur la Résistance, ça se passe partie à Lyon, partie à Paris, mais aussi dans la région de ce qu'il appelle la Prairie, en bord de Saône, Chavannes-sur-Essouze. Et on retrouve parmi les personnages de ce roman de Vaillant, qui a eu le prix interallié en 1945, on retrouve des paysans de la Prairie des bords de Saône. Ensuite... Pardon René, mais il aimait bien être au contact de la population, puisque Suzanne, tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez des photographies de votre père, agriculteur, avec Roger Vaillant. Oui, il allait se promener beaucoup en montagne. Et mon père avait des bêtes derrière la montagne là, et il les photographiait avec Roger Vaillant en promenade. Il s'intéressait beaucoup au travail des gens, à la nature et au travail. D'abord, tout jeune déjà, il avait un herbier, ensuite il s'est passionné
pour les plantes de la région. Il en cultivait même dans des bacs pour essayer, souvent avec des résultats catastrophiques d'ailleurs, Mais il essayait au moins. pour activer leur croissance. Et il était imbattable sur toutes les races de vaches. Je me rappelle, quand on se promenait avec lui, il nous disait ça c'est une, mais je m'en rappelle Parce plus. qu'il avait bien la sûr. curiosité intelligente aussi. Tout à fait, de connaître la façon dont les gens travaillaient, dont les gens vivaient. Alors, on va continuer avec Alors ensuite, ces ouvrages. il y a eu les mauvais coups, qui se passent également dans les milieux. On retrouve parmi les personnages des paysans de la région des bords de Saône, de Chavannes-sur-Ressouze. Et puis dans Beaumasque, ce sont les ouvrières de la vallée de l'Albarine. Dans 325 000 francs, ce sont les ouvriers d'Oyonnax. Et dans son dernier roman, La Truite, ce sont les éleveurs de poissons du Jura, mais à la limite de l'Ain. Donc il a été très inspiré. Et sa maison d'ailleurs était faite pour ça, parce que si on regarde bien cette maison, une maison qu'à première vue, rien ne distingue des autres maisons du village. Il a tenu à garder la façade absolument intacte, sans modification, avec un grand mur, un rez-de-chaussée aveugle. Si c'était un peu son repère. On regarde, si on va au cimetière de Meillonna, même sa tombe est d'une grande humilité, très dépouillée, très simple. Il était tout à fait contre les signes ostentatoires. Tout signe religieux, bien entendu, puisqu'il était un matérialiste convaincu, mais même tout autre signe. La tombe était la plus simple possible. Est-ce qu'on a dit qu'avec quel roman il a obtenu le prix Goncourt? C'était La Loi. Voilà. La Loi qui se passe pour une fois, là c'est loin de Meillonna, dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. Mais enfin, le personnage principal de La Loi a quand même un certain nombre de points communs avec Roger Vaillant lui-même, après le choc du 20e congrès du Parti communiste russe. C'est homme engagé dans la résistance, homme engagé politiquement aussi. Voilà, il est donc engagé dans la résistance. Après la résistance, il a été correspondant de guerre pour des journaux communisants ou issus de la résistance, et ensuite il est devenu communiste. Et puis il y a eu le grand choc de 1956, dont on retrouve les répercussions dans La Loi. Il faut dire, donc c'est surtout grâce à ce prix Goncourt qu'il a peut-être été plus lu par le grand public. Tout à fait. Et à Meillonna, vous l'avez connu, hein, je crois, vous l'avez rencontré. Comment était-il avec les gens où il était inabordable? Parce que je sais qu'il y avait pas mal d'artistes, d'écrivains, de peintres, de philosophes qui venaient dans la maison d'Élisabeth et de Roger Vaillant. Mais avec les gens, il était très simple, il disait bien bonjour. On bavardait un petit peu, mais sans plus, quoi. C'était pas une... Alors, il était forcé de conserver pas mal de temps pour son travail. C'est un vrai travail. Dire tous les jours. Voilà. Quand il était absorbé par son travail, par quelque chose, il passait sans s'arrêter. Alors comme qu'autrement, vous voyez qu'il était préoccupé par... Alors, je dis, il a fait venir, beaucoup d'artistes sont venus à Meillonna. D'abord parce qu'un certain nombre de ces romans ont été adaptés au cinéma, où il a lui-même travaillé pour le cinéma, si bien qu'on a vu ici le metteur en scène René Clément, Vadim, il y a Jane Fonda aussi qui est venue, Daquin. Alors il y a eu Jane Fonda, il y a eu Catherine Deneuve. Je crois que dans votre livre, Suzanne, il y a une photographie, non? Oui, Pas dans au départ, votre... Vous la cherchez, je ne sais plus où elle se trouve. Au début, c'est le tournage de Et donc il y avait tout un bouillonnement culturel, cette maison était souvent pleine d'intellectuels, d'écrivains, et pas seulement français, hein, de gens qui venaient des États-Unis, du Canada, du RSS à l'époque. Alors, si on veut des renseignements, René Ballet, sur la vie et l'œuvre de cet écrivain, Roger Vaillant, où est-ce qu'il faut qu'on s'adresse? Il y a, justement, c'est un lieu privilégié, puisqu'il y a à Bourg-en-Bresse, donc non pas à 13 mais à 12 km, une médiathèque Élisabeth et Roger Vaillant, dans lesquelles il y a un très important, il y a des inédits de Vaillant, il y a des dessins de Vaillant qui restent inédits, et puis il y a des renseignements sur toute l'œuvre publiée ou non encore publiée de Roger Vaillant. Alors vous qui êtes un spécialiste et de Roger Vaillant, pour quelqu'un qui n'a jamais lu Roger Vaillant et qui veut en lire un seul, lequel?
Alors, vous, c'est beau masque. René. Celui que je trouve le plus parfait dans la forme, c'est les mauvais coups. Oui, moi j'aime beaucoup les mauvais coups. Moi, j'aime bien 325 000. Mais 325 000 est facile à lire. Ouais. Oui. Et voilà. La loi. Et vous, c'est la loi. Et celui- Bon, lisez tous les Roger Vaillant, alors. Et le seul qui était vraiment étudié dans les écoles, c'est 325 000 francs. Ouais, 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 c'est- ouais. Il est beaucoup plus facile. Accessible. Oui. Accessible. Voilà. Vous Merci. voyez les images, là Oui, oui, mais je crois qu'on les a vus. Voilà, ben, montrez-les bien. Voilà. Germaine Bailly, je disais, Roger Vaillant, et puis la faïence de Meillonnat. Hein. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le seigneur de Meillonnat, c'était donc là je crois que c'est Gaspard Constant Hugues de Marron, hein, qui est devenu propriétaire en 1715, c'est ça? Il est en 1740, Oui. son oncle avait acheté le château de Meillonnat et les terres qui allaient avec. Et en 1760, le baron de Meillonnat, qui était quelqu'un de très entreprenant, qui avait déjà exploité une carrière et qui avait déjà mis en route l'exploitation du charbon de terre, a voulu créer une faïencerie. À ce moment-là, il y avait en France un grand engouement pour la faïence. En 1760, à Lunéville, Jacques Chambrette, et à Strasbourg, Paul Hannon, qui étaient les grands faïenciers et qui faisaient de la faïence prestigieuse, avaient des problèmes de succession. Donc la route était libre, et d'autre part, sa femme, elle, était peintre et s'intéressait à ce moment-là à la peinture sur faïence. Donc la faïence a été créée dès 1761. On a fait des essais, hein, on a créé des fours et on a fait appel à un peintre sur faïence qui venait de Franche-Comté et qui s'appelait Claude Gautreau. Et c'est Claude Gautreau qui a mis en marche cette faïencerie. C'est lui à qui on doit les premiers décors, et en particulier la fameuse rose de Meillonnat. Il travaillait en faisant à ce moment-là du grand feu. Alors voilà, il y a deux techniques, le grand feu et petit feu. Alors peut-être que vous allez expliquer aux téléspectateurs la différence entre ces deux techniques, tout en... nous avons vu là plein de créations, hein, ça appartient à une collection privée, et ce sont des vieilles faïences du 18e, 19e siècle. Alors, quand on a une faïence de grand feu, on fait cuire d'abord l'objet et on obtient un biscuit. Et puis ensuite, on l'émaille. Et on trempe l'objet dans de l'émail, on laisse sécher et tout de suite, on décore et on fait cuire. On fait cuire à 950 degrés, 1000 degrés. À ce moment-là, certaines couleurs ne peuvent pas apparaître, en particulier le rouge. C'est ce qu'on appelle la faïence de grand feu. Alors, pour le petit feu, on fait cuire l'émail du fond d'abord, puis on fait le dessin sur une surface qui est lisse, et à ce moment-là, on peut faire cuire seulement à 650 degrés, ce qui permet d'utiliser le pourpre de Cassius, ce qui permet les couleurs roses et rouges que l'on rencontre dans les faïences de Paul Hannon à Strasbourg, et qui, dans toute la période où Protépidou est peintre à Meillonnat, c'est-à-dire 1763-1766, et c'est la période la plus prestigieuse où on fait du petit feu, et on a des couleurs roses et rouges dans les bouquets composés qui sont les décors les plus courants. Aujourd'hui, il y a un atelier qui fait de la faïence ici à Meillonnat. Et donc, depuis plus de 30 ans, je crois qu'exactement 32 ans, il y a Nicole Reverdio qui crée des faïences dites de Meillonnat. Oui, l'atelier utilise les terres de la région qui sont des terres très favorables. Elle utilise les mêmes techniques, mais le décor qu'elle crée est un décor 20e siècle. C'est une faïence 20e siècle. Son fils, Jean-François, depuis qu'il y a eu les fouilles à Meillonnat et qu'il s'est intéressé au décor ancien, Avec vous, la spécialiste Germaine. fait quelquefois des copies de ces décors, mais des décors de grand feu. C'est-à-dire pas des décors rouges, des décors où on a des petits personnages sur terrasse et où on a ce décor qu'on appelle la fleur éclairée, c'est-à-dire une fleur dont les pétales sont peints au sommet, mais pas près du cœur, ce qui leur donne un cachet particulier.
Jean-François a travaillé avec vous, là, au pied de ce château, parce que... Oui, les fouilles ont eu vous allez trouver des lieu trésors, pendant 5 ans. Oui. Et là, il faut rendre hommage à Paul Darnan, parce que Paul Darnan, c'est grâce à lui qu'on a trouvé les endroits les plus riches. Et si les sondages ont apporté tout ce qu'ils ont apporté, c'est un peu grâce à lui. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu un sondage où on a trouvé tous les décors depuis le début jusqu'à la fin. Un sondage où on a trouvé les formes les plus recherchées et les plus sophistiquées. Un sondage où on a trouvé des moules. Et un sondage sous les Vaux où on a retrouvé des fours dans une écurie, sous l'écurie de M. Curnillon qui est le propriétaire, et où on a retrouvé qui a été aussi très riche. Germaine, il faut dire que les pièces de Nicole Reverdio et de son fils ne sont vendues que dans ce village de Meillona. Que dans ce village de Meillona. Mais par contre, les faïences anciennes, voilà, on peut les voir dans deux vitrines du musée de Brou. Et à ce moment-là, vous avez des faïences de petit feu et de grand feu. Et vous avez toute la technique qui est expliquée au musée du Revermont à Cuisia, où vous avez aussi des collections d'objets, mais qui sont surtout des collections de grands feux. Et puis, si on veut plus de renseignements et qu'on préfère lire cet ouvrage... on veut plus de renseignements, il y a un catalogue, mais il y en a très peu. Il en reste très peu, il s'est vendu beaucoup, parce que c'est un ouvrage de référence. C'est le catalogue de l'exposition qui a eu lieu en 1994 au musée de Brou. Et puis Germaine, si les téléspectateurs veulent en savoir plus sur la faïencerie de Meillona, ils écrivent à Pouce Café et on fait suivre tout le courrier à Germaine. Oui, elle sera contente. Vous avez vu cette passion? Un livre sur Meillona, la recherche de son passé. Paul Darnan, dont vous parliez, a écrit tout un chapitre sur l'historique de la faïence. Oui, c'est magnifique ça, regardez ça. C'était cette beauté, cette rose. C'est la rose de Meillona, la pivoine. Et le petit décor qui signe les faïences de Meillona, qui est cette branche de myosotis, qui est pratiquement traitée comme cela, qui est pratiquement le signe de la faïence de Meillona. Vous avez vu cette passion, Alain Blanc? Oui. Alors Alain, vous êtes Alain Blanc, président de la société de pêche de Meillona. Comme on a dit tout à l'heure avec Suzanne, c'est qu'il y a de l'eau ici. Oui. Il y a des rivières. La société de pêche de Meillona est une petite société, mais qui a l'avantage de posséder un parcours rivière de 5 km environ, qui comprend les sources du Sevron. Donc les sources du Sevron démarrent à la limite de Treffort dans le Vallon de France, passent sous le village et elles sont rejointes par les sources de la Segré que nous avons vues tout à l'heure, près du lavoir. Vallon de France, c'est où il y a le col de France, si cher à Roger Vaillant. C'est plus haut, voilà. Si on a le temps tout à l'heure, on lira un extrait. Alors la rivière est peuplée uniquement de truites fario. Elle est très riche puisqu'on a une forte densité pour la nourriture des truites. Elles réussissent très bien. Le frais réussit très bien. C'est à quelle technique qu'on attrape la truite là? Qu'est-ce qui fait Pierre là? L'avantage dans les petits ruisseaux comme ceci, la pêche est très difficile. Pour celui qui ne connaît pas trop, la pêche est assez difficile. Parce que vous trouvez le ruisseau en eau claire et celui qui n'a pas l'habitude, il est persuadé qu'il n'y a pas de truite. Et s'il vient le lendemain où il y a eu un petit orage ou un petit coup d'eau, il ne reconnaît pas la rivière. Il croit qu'on les a mis la nuit. Ah d'accord. Donc c'est une pêche un peu spéciale. Mais nous avons la rivière est très riche en nourriture, beaucoup de gamarres, c'est la nourriture principale des truites sauvages d'ailleurs. Et alors, ce qui est intéressant dans votre association, de cette société de pêche de Meillona, Alain, c'est que vous donnez des cours de pêche pendant les vacances scolaires aux gamins. C'est beau comme initiation. Il faut, si on veut assurer notre derrière nous. Non, puis même surtout, occuper les enfants. Occuper, bien sûr. Moi, je pars du principe les enfants, bien sûr. Il faut bien mieux qu'on les voie au bord de l'eau avec une canne à pêche que de traîner en vélo au risque de se faire accrocher par une voiture. Voilà. Mais surtout, ce qu'on a par des cours de pêche, on leur apprend à respecter le poisson. À respecter la nature, respecter la nature, respecter le poisson. Et puis, bien sûr, devenir de bons pêcheurs. Parce que par rapport à d'autres sports, la pêche s'apprend. Il suffit d'aimer un petit peu la pêche au départ. Alors, pour aimer la pêche, les enfants, ils ne savent pas trop sur quelle tournure
Et ils tâtonnent un petit peu de tout. Par contre, si on les emmène au bord de l'eau et qu'ils prennent du poisson, bon, on a des chances d'en faire un pêcheur. Ouais. Il aimait bien pêcher, Roger Vaillot? Oui, et pêcher, je ne suis pas sûr qu'il pêchait lui-même. Mais dans Beaumasque de Vaillant, il y a une scène de pêche à la truite. C'est pas à Meillonnat, mais c'est tout près, c'était vers l'Albarine, vers les Alimes. Oui, aussi, c'est très propice aussi. On Donc, voit il a dû justement observer... Beaumasque qui pêche la truite. Il a dû observer ce genre de scène aussi, Roger Vaillant. Oui, oui, oui. Lui qui aimait Alors, bien je voir ne les sais gens pas du pays. s'il pêchait. J'avoue mon... Le Trobant, la deuxième partie, point fort de la société, l'étang de la Rasa, bien sûr. Ça se trouve à 2 km d'ici. Hein. À 2 km environ, oui. Alors donc, c'est le point fort de la société, puisque, comme je vous l'ai dit au départ, on a une petite société, mais notre effort porte sur l'aménagement. Énergique en bénévole, le groupe, bien sûr, mais surtout, pour nous assurer le succès, eh bien, soigner les abords, soigner un accueil pour le pique-nique, l'été, tout ça. Merci. Et, Alain, oui. voilà. En conclusion? En conclusion, et surtout soigner les alevinages, bien sûr. Bien sûr. On y trouve toutes sortes de poissons de deuxième catégorie. Oui. J'ai entendu parler le nom de la Rasa, qui est le nom d'une sculpture, d'un sculpteur qui a travaillé à Meillonnat, Costa Coulentianos, qui est mort récemment, et qui était un ami de Vaillant, Vaillant l'avait installé dans une maison qui lui appartenait. D'accord. Et il a travaillé longtemps et ici. la Rasa est un des endroits qui fournit l'argile qui sert à la faïencerie. Et c'est un des endroits où l'argile est de très bonne qualité. Ouais. Et Lionnières, c'était autrefois un hameau de Meillonnat. Et c'est là que se passe la séquence archive que nous a préparée Adrien avec un extrait d'un film Terre captive. C'est une fiction qui relate les difficultés du monde agricole dans l'Ain pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis un an que je suis ici, il y a comme un mauvais sort qui s'acharne sur les récoltes et surtout sur les bêtes qui sont de plus en plus malades. Pauline se demande ce que dira le père quand il va rentrer. On espère que c'est pour bientôt maintenant que les Alliés ont débarqué en Normandie. Cela arrangerait bien les choses si c'était pour la moisson. Heureusement, Michel est grand maintenant et fait presque tout à la ferme. Mais comme tous les jeunes ici, il ne pense qu'à partir. Et je crois qu'il prépare quelque chose avec son copain Marcel. Je me demande ce qu'on fera quand on sera seul avec les vieux. Voilà Marcel. Tiens, il n'est pas s'appeler. Encore un assassiné. Ah, où ça donne? À Bourg, pardi. Ah, m'étonne pas. Tout est calme jusqu'à maintenant. Mais les gens disent que la guerre passera aussi dans les campagnes. Les paysans n'attendent pas pour faire la moisson que les blés soient tout à fait mûrs. Autre chose est bien vieille. Michel est parti, tu sais où. Il n'y a plus que les femmes pour moissonner et moi pour leur donner la main. Toute la journée, nous sommes au champ. Impossible de garder les bêtes. On ne peut plus rien faire pour les soigner. Dans l'état où elles sont, tout peut leur arriver. Voilà, c'est malvenu parce que le dernier plan c'était un cochon. Mais ce qui était intéressant dans ce film, c'est que tous les acteurs du film sont étaient des gens du pays, de la région. André Taponard, vous êtes responsable de l'association des randonneurs. De l'Étoile du Revermont. Voilà. Une des associations les plus anciennes du département, qui a été créée il y a plus de 30 ans par Maurice Jacquet, qui est de Meillonnat. Et donc, nos sentiers sont très connus et sont appréciés. Où est-ce que vous allez vous balader? Donc, dans le Revermont. J'ai dit que c'était le premier chaînon du Jura, c'est entre la vallée du Suran et de la Bresse. Oui, mais on va plus loin. Nos circuits vont jusqu'à la vallée de l'Ain, puisque nous avons un circuit de 35 km qui va jusqu'à Racouze et Grand Corin, d'où on domine les gorges de l'Ain. Et puis, nous avons 2 petits sentiers également. De petits circuits, je veux dire, parce que... Vous arrêtez, en même temps, ce qui est intéressant dans votre association, c'est que vous ne marchez pas bêtement. Parce que, hop, vous allez voir un calvaire, vous expliquer... Le secteur se prête vraiment à la randonnée. Et à la randonnée, quel que soit l'âge, quelle que soit la capacité sportive, c'est de la petite montagne où les points de vue sont nombreux, où vous pouvez traverser des tas de petits hameaux, où le patrimoine architectural est très riche. À Sensia, par exemple, vous avez un très beau calvaire, et Sensia se trouve sur le Tour du Revermont, qui a été créé il y a 2 ans par l'association touristique du Revermont, avec l'aide des clubs locaux. Nous avons
Est-ce que Nos Roger sentiers Vaillant- sont reliés également avec un sentier de grande randonnée qui passe par les crêtes. Donc, vous voyez, on peut randonner 1 heure comme on peut randonner 1 journée ou 8 jours si on veut en reverment. Roger Vaillant aimait marcher. Ah oui, c'était un passionné des balades, en particulier sur les premières pentes du Revermont, Voilà, où on a vers des le col de France. Ouais, on a des couchers de soleil sur la Bresse qui sont vraiment magnifiques. Et il y cherchait des plantes, et en particulier des orchidées. Mais il y a beaucoup de sortes d'orchidées dans l'Ain. On a l'orchis militaire, l'orchis bifolia. pyramidale. Oh, je ne les connais pas, celui-là. Mais il y a l'ophrys abeille, l'ophrys mouche, l'ophrys araignée. Enfin, les orchidées sont très nombreuses. Il faut prendre le temps de s'arrêter pour les regarder de très près. Quel jour de la semaine vous marchez tous ensemble? Alors, on marche tous les dimanches. Tous les dimanches, et ben voilà. Mais Et si on veut des également le renseignements mercredi après-midi, si vous voulez des renseignements, On va eh bien, écouter, est à votre disposition. l'agenda d'Adrien, peut-être. Et nous commençons cet agenda avec les coordonnées de la mairie de Meillonnat. Pour toutes les informations concernant la commune, comme les 8 et 9 mai, une rencontre amicale entre l'équipe de France handipêche et une sélection de Rhône-Alpes sur l'étang de la Raza, le 04 74 42 38 10. Située à 27 km au sud de Meillonnat, la commune de Poncin organise jusqu'au 18 avril une exposition d'art contemporain à laquelle participe Jean-Marc Voileau, salle Firmin Girard. L'entrée est gratuite, renseignez-vous en mairie auprès d'Hélène au 04 74 37 22 77. Je vous rappelle aussi le numéro de la maison de Pays-en-Bresse, située à Saint-Étienne-du-Bois, à une dizaine de kilomètres de Meillonnat, dont nous avions parlé en décembre 97 dans Pouce Café, le 04 74 30 52 54. La semaine prochaine, Odile Mattei vous emmènera à Étoile-sur-Rhône, dans le département de la Drôme. Odile, voilà la région vue par Vaillant. Dans chaque bois des sentiers, dans chaque prairie des troupeaux, dans chaque ruisseau des truites et dans chaque pierre inscrite la main de l'homme. Une vraie campagne à la mesure de l'homme et où l'homme se sent bien. Merci à tous. On se quitte en musique avec un groupe de la région, bien sûr. Il n'y a pas de raison. À samedi prochain.
2023 avec Système Bien-être vous a présenté Pousse Café.